Il y a eu un jour quand même qui a été assez particulier. Il se trouve que c'était pendant mon premier tour du monde, donc ça avait un côté comme ça un peu initiatique, un premier tour du monde. C'est le moment où je suis vraiment rentrée dans les mers du Sud. C'est un environnement qui fait que tout d'un coup, il y a l'énorme houle qui arrive, que tout d'un coup, il fait froid, que tout d'un coup, le ciel devient extrêmement limpide, avec une lumière comme ça très rasante. Enfin, il y a un environnement, tout d'un coup, je me suis dit, mais ça y est, je suis là où j'avais rêvé, j'avais lu les bouquins et tout, ça y est, j'y suis. Et ce jour-là, donc, j'étais dehors en train de regarder tout ça, c'était assez tranquille, c'était assez beau, assez paisible. Et il y avait 2 albatros qui ont commencé à voler tout autour du bateau. Et c'est très très beau parce que c'est d'énormes oiseaux qui peuvent avoir 3-4 mètres d'envergure, qui pratiquement ne donnent jamais un coup d'aile. Puisque un albatros, il utilise les courants aériens créés par les vagues. Donc il va raser les vagues, il va utiliser le courant d'ascendance, il va remonter comme ça sans avoir donné un coup d'aile, il va se laisser planer en redescendant et ainsi de suite. J'étais en train d'écouter les valses de Brahms, donc j'avais mes 2 oiseaux qui étaient en train de danser la valse. C'était comme ça, mais c'était complètement une espèce de folie, quoi, un truc... ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Des fois, tout d'un coup, ça vous arrive à vous. Navigatrice, première femme à faire le tour du monde à la voile en solitaire, ingénieure à Lieutte, autrice, Isabelle Autissier a de la force à revendre. Aujourd'hui et depuis plus de 10 ans, elle incarne la combativité du WWF dont elle est présidente. En 4 tours du monde en solitaire et autant d'expéditions à travers le monde, de l'Antarctique au Groenland, des îles Kerguelen au Sable d'Olonne, Isabelle Autissier a appris à se battre avec la mer plutôt que contre elle. De la navigation, elle a compris que rien n'était impossible et qu'il fallait se battre pour ses rêves. Aujourd'hui, et pour le dernier épisode long de cette saison, une immersion dans les pensées et les passions d'Isabelle Autissier, au creux des vagues des mers du Sud, sous les vents du Cap Horn, en combat acharné pour la préservation de la nature. L'effet Panda, c'est le podcast où l'on rejoint le combat des acteurs sur le terrain, où l'on part en exploration de la nature sauvage que l'on s'attache chaque jour à protéger. L'effet Panda, un podcast WWF. Les passions, comme chacun sait, ça vous tombe dessus. Vous ne décidez pas de tomber amoureuse d'un jeune homme, vous tombez amoureuse d'un jeune homme, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Quand on ne choisit pas ses obsessions mais qu'on se laisse guider par elles, cela définit toute une vie. Donc en fait, moi, il se trouve que j'avais la chance, étant petite fille, d'aller en vacances au bord de la mer. Et c'était le hobby de la famille. On avait un tout petit bateau en bois qu'on ponçait dans le garage à Paris tout l'hiver, et puis avec lequel on naviguait. Donc moi, petite fille, vraiment très jeune, 6 ans, 7 ans, comme toutes les filles de la famille, puisqu'on n'est que des filles, on était embarqués pour faire des petites balades de quelques heures, même pas. Et moi, ce milieu m'a tout de suite époustouflée, quoi. Je trouvais ça extraordinaire. D'abord, ça bougeait dans tous les sens. Je trouvais ça beau, les souvenirs que j'en ai. Puis surtout, c'était l'aventure, c'était incroyable. On allait dans l'île d'en face. Le vent, ça changeait. Il y avait de l'action. Donc tout ça m'a énormément séduite très petite. Et donc voilà, et comme font beaucoup d'enfants, je me suis dit quand je serai grande, je serai marin. Alors il y a beaucoup de gens qui disent ça et puis qui finalement la vie les emmène sur d'autres chemins. Mais moi j'ai cultivé ça, c'est-à-dire qu'après d'année en année, en retournant sur ce petit bateau, petit à petit j'ai appris, et puis après sur des bateaux un peu plus gros, etc. Et j'ai toujours gardé cet enthousiasme incroyable pour les choses de la mer et petit à petit de la compréhension, de la découverte. C'est ce qui va expliquer plus tard que je vais chercher un métier à tendance maritime et que donc cette formation d'agro à Lieutte, je me dis, je vais tirer le fil pour avoir un métier au bord de la mer. Et puis, parallèlement, j'aime bien la navigation, je me construis un bateau, et puis finalement, je fais de la course. Donc tout ça, en fait, est vraiment issu d'une espèce de coup de foudre, en fait, d'enfant. Un coup de foudre qu'Isabelle Autissier suivra.
Avec ses études, tout d'abord, en choisissant très jeune une formation d'ingénieur halieute, métier qui consiste à protéger les espèces de poissons menacées de surpêche. La mer n'est jamais bien loin. Quand je sors de l'agro, avec mon diplôme en poche, je travaille. Et je travaille pour un organisme de recherche qui était l'ancêtre d'IFREMER, qui s'appelait l'ISTPM, l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes. Et j'ai un boulot à La Rochelle. Et quand j'arrive à La Rochelle, j'ai aussi ce rêve qui est là, dans un coin de ma tête. Quand je serai grande, je ferai du bateau. Sauf que j'ai pas beaucoup de sous, j'ai pas un gros salaire. Mais je suis très bricoleuse. Donc là, il y a l'idée de se dire, j'ai pas de sous, j'aime bricoler, le bateau, j'aime le construire. Et à l'époque, c'était pas si extraordinaire que ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens dans mon cas. Et La Rochelle, pour ça, est une ville extraordinaire, parce qu'il y a plein de ce qu'on appelle des constructeurs amateurs. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens comme moi, qui n'ont pas de sous, mais qui ont un peu de temps, et voilà. Et donc, on est dans un quartier de La Rochelle, près du port, qui s'appelle la Ville-en-Bois, où on est peut-être, je sais pas, une centaine de constructeurs amateurs. Donc c'est sympa, il y a toute une petite vie. Et puis effectivement, là, pour le coup, c'est quand même du bricolage grandeur nature. Et je vais fabriquer, avec mon compagnon, un voilier de 10 mètres en acier, avec lequel après je partirai faire mes premières transats et entre autres une première transat en solitaire. Donc voilà, donc tout ça est un peu suractif, puisque dans la journée je travaille à l'Institut des pêches, le soir et le week-end je suis sur le bateau dans le chantier, mais voilà, ça me prend 3 ans. Et au bout de 3 ans, ce bateau va donc prendre la mer, et je vais partir à ce moment-là pendant une année. Je vais prendre une année sabbatique. Et je vais partir, donc naviguer, traverser l'Atlantique et réaliser un petit peu déjà une partie de mon premier rêve de gosse. Isabelle Autissier part donc traverser l'Atlantique en solitaire sur son bateau Parole qu'elle a construit de ses mains. On y voit dès lors ce qui la détermine, une confiance à toute épreuve. Elle en rêve, elle y croit, elle le fait. Alors j'ai eu plusieurs grandes chances dans la vie, ça je le sais. D'abord, la première grande chance, c'est que j'ai eu des parents vraiment, je pense, intelligents. Je peux leur rendre hommage. Moi, je suis une petite fille des années 60. Et à l'époque, les parents qui considéraient que leur fille pouvait faire ce qu'elle voulait comme métier, c'était pas si courant. Qui nous disaient pas que parce qu'on était des filles, il fallait qu'on fasse ceci ou cela, ou il fallait pas qu'on fasse ceci ou cela. C'était quand même rarissime. Et des parents qui nous ont toujours beaucoup donné confiance en nous. Ils nous ont dit, mais les filles, allez-y, quoi. Faites pas n'importe quoi. Ou bossez pour ce que vous voulez, ça va pas vous tomber dessus. Mais voilà, on vous fait confiance. C'est vrai que quand je partais à 12 ans toute seule sur le petit bateau, ils me faisaient confiance. Je sais pas aujourd'hui quels sont les parents qui laisseraient leur gosse partir, même si c'était un petit dériveur, partir seul, sans savoir trop où ils sont dans la journée, et puis dire, tu rentres à midi pour déjeuner, parce que de toute façon, si t'as faim, tu vas rentrer. Bon, voilà. Donc, je pense que ça a été vraiment fondateur. Donc, du coup, moi, j'ai appliqué la méthode qu'on m'avait un peu inculquée, c'est-à-dire, faut bosser, oui, d'accord. Donc, c'était du boulot, de faire ce bateau. C'était de la prise de tête, comme on dit. C'était une complexité. C'était des tas de questionnements. C'était des tas de choses que je savais pas forcément faire. Au début, je savais pas souder. Il a fallu que j'apprenne. Et puis, quand je suis partie naviguer, donc ces premières grandes navigations, et transat, etc., c'est pareil, j'étais quand même assez sereine. Voilà, j'avais fait tout ce qu'il fallait, j'avais appris ce qu'il fallait apprendre, et puis je me faisais confiance pour me dépatouiller, parce que la mer, c'est aussi ça, c'est aussi des choses qui se passent qu'on n'a pas prévues. Voilà, je me faisais assez confiance pour me débrouiller devant n'importe quelle situation, ce qui effectivement a été le cas. Et quand vous vous retrouvez seul en mer, alors il se passe quoi? On est comment quand on se dit « Ok, c'est bon, maintenant je suis tout seul » D'abord, pour moi, il y avait quand même une forme d'ivresse intellectuelle, parce que c'est une situation qui est devenue rarissime dans notre monde. Bon, je parle pas évidemment des gens qui sont contraints à la solitude parce que c'est des petits vieux que personne va voir ou parce que c'est des prisonniers. Mais dans la vie de tous les jours, c'est compliqué d'être seul. Surtout d'être seul pendant plusieurs jours ou voire même plusieurs semaines. Donc c'est une découverte.
quand même. C'est intéressant. Moi, je conseille à tout le monde de faire ça au moins quelques jours. Prenez votre sac à dos, partez marcher quelque part. Vous verrez, ça change des choses dans la tête. C'est intéressant. Après, il y avait aussi justement ce côté que j'aime bien personnellement. Je suis responsable de tout. Si je fais bien, je fais bien. Si je fais mal, je fais mal. J'assume, et j'aime beaucoup cette idée. J'assume ce que je suis, ce que je fais, ce que je pense. Le face-à-face avec la solitude, en fait, moi je l'ai bien vécu d'abord parce que c'est une solitude que j'ai choisie. Et puis parce que, oui, il y a quand même une forme de vertige quand vous êtes... c'est peut-être encore plus la nuit que le jour d'ailleurs, mais vous êtes la nuit devant un ciel étoilé, vous contemplez le cosmos, et vous êtes toute seule à contempler le cosmos à cet endroit-là. Et il y a un vertige. Il y a un vertige de, finalement... qu'est-ce que c'est que ce grain de sable qui s'appelle la Terre, sur lequel je suis? Qu'est-ce que c'est que cette espèce un peu bizarre à laquelle j'appartiens, Homo sapiens, qui est capable de penser le cosmos? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est fort, quoi. Après ses premières traversées et des participations à des courses au large, Isabelle Autissier veut plus. Elle rêve des mers du Sud, des îles Kerguelen, du Cap Horn. Elle rêve d'un tour du monde. Les mers du Sud commencent au 40e parallèle, là où les eaux des océans Atlantique, Pacifique et Indien se rencontrent. Elles tourbillonnent autour de l'Antarctique et créent ainsi les eaux les plus déchaînées de la planète. Donc je reviens à la petite fille qui se dit quand je serai grande, et moi je suis d'une époque où la France est assez pionnière dans la voile au large, et en particulier dans le solitaire. Il y a, quand je suis petite fille, moi, il y a Tabarly, il y a Moitessier, c'est les grands marins, et puis il y a déjà quelques marins français qui commencent à se risquer sur des mers, qui vont en Antarctique, et tout ça est très, très français, en fait. Hein. Donc moi, je suis bercée par ça, et je me dis, waouh, ça, je veux faire ça. Bon, ça va rester dans un coin de ma tête pendant longtemps, parce que, voilà, je fais des études, je bosse... Et puis quand même, à un moment ou à un autre, d'abord je commence à faire de la compétition quand j'ai 30 ans, donc relativement tard, mais bon, comme j'ai fait autre chose avant. Et ça, je m'aperçois que j'adore ça, puis qu'en plus ça se passe bien. Et là, je me dis, bon, et je vais mettre plusieurs semaines à vraiment réfléchir à la question. Je me dis, bon, la course c'est pas mal, ça se passe plutôt bien. Je rêve de partir très loin, de faire un tour du monde et d'aller au Cap Horn, etc. J'ai 33 ans à cette époque-là. Est-ce qu'il n'est pas temps de s'y mettre vraiment? Et est-ce qu'il n'est pas temps d'essayer de construire ce rêve vraiment? Ce qui est un moment compliqué, parce que forcément on se dit je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, je vais pas trouver les sous, et puis aller au Cap Horn, c'est un truc de dingue, et puis toute seule en plus, bon voilà. Donc évidemment on se fait un peu peur, voilà. Et au fond, ce qui emporte le morceau, et je crois que dans ma vie ça a toujours été comme ça, c'est mais si j'essaye pas, je suis une andouille. J'ai envie de le faire, essayons de le faire, on verra bien. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais si j'essaye pas, je suis sûre de pas y arriver. À force de détermination, elle trouve des sponsors et embarque pour le Bock Challenge 91, course autour du monde au départ de Newport aux États-Unis. À 34 ans, Isabelle Autissier réalise son rêve d'enfant et un exploit. Elle sera la première femme de l'histoire à compléter un tour du monde à la voile en solitaire. Est-ce que vous pouvez nous raconter le moment où vous voyez le Cap Horn? Il fait beau, incroyablement. Et c'est très poétique. Alors, je me suis préparée au Cap Horn, échevelé, des tempêtes, des machins. Donc, voilà. Il a fait très mauvais avant, il fera très mauvais après. Donc, j'y ai pas coupé quand même. Mais le jour où j'arrive au Cap Horn,
Il fait beau, il fait frais, il y a ces lumières du sud, enfin les lumières des hautes latitudes qui sont extrêmement rasantes, extrêmement douces. Et il y a cette silhouette, parce que je passe pas quand même au pied, je passe un petit peu loin, donc je vois cette silhouette que je connais déjà, que j'ai vue sur toutes ces images, qui est quand même très symbolique, puisque c'est le sort d'Everest des marins. Voilà, et puis que j'ai déjà derrière moi les 2/3 du tour du monde. C'est le dernier grand obstacle, on va dire. Donc ça aussi, c'est symbolique. Et donc finalement, là, oui, là, je rejoins mon rêve de petite fille, de quand je serai grande, j'irai au Cap Horn. Voilà, j'y suis. Et c'est un moment très intime. C'est un moment très intime entre moi et cet endroit dont j'ai rêvé, la puissance des éléments, et ce caillou qui finalement, avec ce beau temps légèrement brumeux comme ça, paraît un pauvre caillou comme tout perdu dans l'immensité finalement. C'est jamais qu'un caillou, le Cap Horn, c'est jamais qu'une petite île. Et voilà. Et donc il y a tout ce moment, je crois, qui fait que il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Donc voilà, c'est un très beau moment et je suis contente de l'avoir vécu avec cette sérénité, parce que j'en ai vraiment profité. Ça m'est arrivé souvent de le repasser après, dans des conditions plus difficiles. Où là, bon, d'accord, on est au Cap Horn, mais enfin, on a autre chose à faire, il faut qu'on s'occupe du bateau, donc c'est pas tout à fait pareil. Après ce premier tour du monde, et je m'en souviens très bien, et c'est fondamental pour moi, je revois l'entrée de la rivière de Newport aux États-Unis, d'où on était parti, et là, il y a un truc qui me traverse la tête, et je me dis, le reste, maintenant, c'est du bonus. C'est bon, j'ai fait le job. Je rêvais à 8 ans de partir faire le marin, j'ai fait le marin, je rêvais du Cap Horn, je suis allée au Cap Horn, je rêvais du tour du monde, j'ai fait le tour du monde. Le reste, maintenant, quoi qu'il arrive, ce truc-là, c'est fait. Et ça, c'est une espèce d'ouverture, de libération, de sensation de encore plus de self-confiance, quoi, parce que, voilà. Et ça, je le sens très fort, et ça va m'accompagner toute ma vie après. Il y aura d'autres tours du monde, 4 en tout, dont ce Vendée Globe 96, resté tristement célèbre par sa violence. 16 navigateurs de calibre international se préparent pour le Vendée Globe. Une course de 45 000 km autour du monde qui contourne l'une des régions les plus désolées de la Terre, l'Antarctique. La course est complexe et exigeante, mais les règles sont simples. Un marin par bateau, aucune escale et aucune assistance. Autissier et Catherine Chabot sont les seules femmes qui participent au Vendée Globe. Alors dis-leur que j'arrive. Bon, d'accord. Autissier est une pionnière. Elle est la première qui réussit à se hisser au sommet de la course en solitaire. Au cours des 3 prochains mois, les navigateurs seront toujours seuls. C'est ça qui est bien aussi avec cette course-là, c'est qu'elle est longue et n'importe qui et n'importe quoi peut arriver n'importe où. Une vague frappe le bateau d'Autissier et casse un de ses gouvernails. Il faut le faire réparer en Afrique du Sud. Le règlement est impitoyable, c'est la disqualification. Bien évidemment, il y a une déception monstrueuse, une déception immense, il y a une déception. Même si je suis plus en course, dans ma tête, j'y suis toujours. Dans ma tête, tant que je suis pas arrivée au sable, la course continue. Et même si je suis plus placée, c'est comme ça. Jour 65. Dans la mer Australe, Isabelle Autissier et Jerry Roof sont aux prises avec une terrible tempête. Ils sont seulement à une trentaine de kilomètres l'un de l'autre, combattant neige, grêle et vent, qui ont l'intensité d'un ouragan. Par courrier électronique, leur seul moyen de communication, ils s'efforcent de se soutenir l'un l'autre. Isa, c'est Jerry. Ralenti par mer énorme. Et toi, es-tu OK? Il y en a marre de cet endroit. Le vent ne mollit pas pour 2 miettes et la mer se forme encore plus. Courage, Isa. À tout à l'heure. Le bateau d'Autissier est couché brutalement par les vagues à 6 reprises. Elle s'est cassé un doigt en tombant. Les vagues, c'est plus des vagues, c'est les Alpes. Sauf que le blanc en haut, c'est pas de la neige. Jerry pour Isa. Ça va? Je
viens de faire un chavirage monstre. Le bateau reste couché. Le vent, c'est l'enfer. Je ne sais pas ma position. À toi. Soudain, c'est le silence. Rouf ne répond plus. En pleine tempête, Jerry Rouf active le signal de détresse de sa balise Argos. Isabelle Autissier fait demi-tour pour retourner le chercher, sans succès. Jerry Rouf restera disparu en mer, au milieu du Pacifique. Ça a été très violent, parce que c'était la première fois de ma vie que la mer m'apportait le malheur. Et pas le bonheur. Il y avait eu des difficultés, il y avait tout ce qu'on veut, mais globalement, c'était quand même du bonheur. Quand on se bagarre, bon voilà. Et là, la disparition de Jerry Rouf, qui était un copain, en plus on était pris dans la même tempête, c'est quelque chose d'extrêmement violent. D'abord, c'est un deuil, tout simplement. Et puis, c'est un deuil qui est dû à cette vie que vous aimez, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile. Et après, je pense que voilà, il faut l'accepter. Mourir en mer est quelque chose qui est accepté dans la vie d'un marin, comme dans la vie de tout passionné. Quand on est en plein milieu du Pacifique, on ne peut compter que sur soi-même et ses propres ressources pour se sortir d'affaire. En fait, c'est pas tant la solitude, moi je trouve, que l'éloignement qui est fort. Parce que si vous êtes seul, mettons que vous partez toute seule, je sais pas moi, faire une balade dans les Pyrénées, mettons. Vous êtes toute seule, mais le premier humain, il est à 1 kilomètre, donc s'il y a un truc, on peut toujours descendre de sa montagne et voilà. Quand vous êtes en mer, quand vous êtes au milieu des océans, en particulier du Pacifique, qui est le plus grand, vous êtes à plusieurs milliers de kilomètres des autres êtres humains. C'est pour ça que la station spatiale, elle est beaucoup plus près. Sauf que, évidemment, ils peuvent pas faire grand-chose. Et là, ça change tout. Parce que là, on est vraiment dans l'isolement total. Le premier bateau qui pourra venir, il mettra forcément plusieurs jours, et en plusieurs jours il se passe beaucoup de choses, et voilà. Donc c'est là qu'effectivement la fragilité s'exprime au maximum. L'autonomie aussi s'exprime au maximum, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il faut que je me débrouille. Personne va venir m'aider, pourra me donner des conseils à la radio peut-être, maintenant au téléphone, mais pas plus. Donc c'est vrai qu'on a une façon de gérer le bateau qui devient un petit peu différente, un peu plus conservatrice, on dirait. Et on a vraiment, et moi je l'ai senti à chaque fois, tout d'un coup, il y a un moment dans la navigation où tout d'un coup on se dit ça. On se dit, voilà, là maintenant j'arrive dans une zone où il faut vraiment que personne viendra me chercher, quoi. Vous savez, les navigateurs polynésiens, ils goûtaient l'eau pour savoir où ils étaient. Alors moi, j'en suis pas là, j'ai pas cette finesse d'analyse, mais si vous me parachutez à un endroit en mer, je vais à peu près pouvoir vous dire déjà au moins à quelle latitude on est, et peut-être en y passant un peu plus de temps, pouvoir me situer à peu près sur un océan ou sur un autre, ou voilà, parce que ce sont des paysages différents, parce que chaque océan a déjà des vents, des vagues, voilà, une météorologie différente, mais aussi est fréquentée par des animaux différents, et que tout ça fait un tout. Et après, ce que je trouve vraiment bien en bateau, d'abord c'est qu'on a une autre conscience du temps, puisque là c'est pas lundi, mardi, 14h ou 17h, c'est 24h sur 24. Je dors pas la nuit de minuit à 7h du matin, je dors par petits bouts, je suis réveillée un peu tout le temps, j'ai pas de lundi et pas de dimanche, j'ai pas de... Voilà. Et donc mon temps est rythmé par les phénomènes océaniques, par le nuage qui passe, par la dépression qui va durer 2 jours, 3 jours, par l'anticyclone ou que sais-je. Donc ça, c'est déjà un rapport extrêmement important. Et c'est vrai aussi que pour être un bon marin, il faut être très observateur. Il faut passer beaucoup de temps à regarder la mer. Et donc, on apprend à la regarder, en fait. Donc, on apprend à voir ses couleurs, ses reflets, la forme des vagues, la forme des nuages. Et en même temps qu'il y a une connaissance, il y a aussi une poétique. Et bien sûr, quand on regarde les nuages, on va analyser si c'est un cirrus, un ceci, un cela, parce que pour la météo, c'est important. Mais en même temps, on va pouvoir s'extasier
Je parle des cirrus, par exemple, qui sont ces petits nuages un petit peu comme des plumes d'oiseaux qui sont très hauts dans le ciel. Parfois, surtout dans les mers du Sud, il y a des lumières un peu par en dessous qui leur donnent des reflets irisés. Donc on voit ces grandes plumes irisées dans le ciel. C'est magnifique, quoi. C'est un vrai tableau. Donc je crois qu'il y a aussi une émotion de tout d'un coup s'extasier de la beauté. Moi, je trouve à ces endroits une vraie beauté et en même temps c'est une beauté qui a un sens parce que, encore une fois, la couleur de l'eau, ça a un sens. C'est pas par hasard parce que c'est par hasard bleu ou plus violet ou plus vert. C'est parce qu'il y a plus ou moins de plancton ou c'est parce que l'eau est plus ou moins chaude ou voilà. Pour moi, qui ai toujours été à la fois, je pense, très intellectuel et plutôt manuel, finalement, ce couple des deux me va bien, quoi. Cette connaissance et puis cette émotion, en fait, ce côté assez sensuel, finalement, de la mer. La première chose qu'on comprend en mer, c'est la fragilité. On est évidemment, en tant qu'humain, parce que comme on n'est pas des poissons, on est quand même de passage sur la mer, comme on est de passage sur la terre. Et puis, on est extraordinairement fragile, bien sûr. Donc ça, c'est la première des choses qu'on comprend. La deuxième des choses qu'on comprend, c'est que la nature, elle est ni gentille ni méchante, elle est ce qu'elle est. Elle est en fait de la physique et de la chimie, et que la seule condition de ma survie en mer et de ma bonne navigation, c'est que moi, je m'adapte à la nature. La nature, de toute façon, la forme des vagues, le sens du vent, vont pas s'adapter à ce que j'ai envie ou pas envie. Si moi, je suis pas capable de m'adapter à ça, et donc c'est sans doute une des grandes leçons qui après vont alimenter mon engagement environnemental, c'est que n'importe quel humain, n'importe quelle société n'a pas raison contre le réchauffement climatique, contre l'évolution des espèces, contre le volcan qui explose, voilà. Et notre seule chance, c'est de nous adapter et d'aller avec la nature. Et moi, je suis bien en mer, je réussis, entre guillemets, ma navigation, quand je comprends cette nature et quand je m'y adapte, et que donc, je vais organiser ma stratégie en fonction du vent, de la mer, etc. Donc, c'est en utilisant de manière positive ce que la nature me propose, que je vais développer la bonne stratégie qui va faire que je vais arriver au bon endroit et en course éventuellement devant les autres. Mais voilà. Donc toute cette réflexion-là, elle est en fait... il y a beaucoup de parallèles parce que quand on revient à terre, évidemment, ça vous saute encore plus aux yeux qu'à terre, les individus et les sociétés font le contraire. C'est-à-dire qu'elles pensent globalement qu'elles peuvent adapter la nature à nos besoins. Et d'ailleurs, on l'a largement fait. On a coupé les forêts pour faire des champs, on a détourné les rivières, on a modifié le climat, on a exploité les mines, on a fait ceci, on a fait cela, on a construit des villes. On a modifié la nature pour nos supposés besoins ou nos réels besoins. Et évidemment, maintenant, on touche les limites parce que, de fait, il y en a forcément. Comment peut-on rentrer à terre après avoir vécu tout ça ? Quel regard porte-t-on sur nos sociétés ? Ce décalage qu'on vit, alors sur le moment, je crois qu'on le vit avec bonheur parce qu'on est tellement heureuse de rentrer, parce que quand même tout s'est bien passé. Mais ce décalage, évidemment, entre ce qu'on a vécu en mer, dans une frugalité extraordinairement positive, parce que moi je vis avec 3 litres d'eau par jour, j'ai pas le chauffage, je sais pas quoi, je peux pas prendre de douche, je peux pas manger de trucs frais, voilà, donc je suis dans une forme de frugalité quand même importante, et pourtant j'ai vécu des moments de bonheur absolument incroyables, et des moments, si je dois isoler des moments forts de ma vie, forcément tous ces moments-là vont être en premier. Donc on a ce décalage, et aussi le fait de se dire au fond, nos sociétés aujourd'hui sont à l'inverse de ce qu'on a vécu en mer. C'est-à-dire, nos sociétés sont
prédatrices de la nature, destructrices de la nature, ou en tout cas s'en préoccupent pas, se prennent le chou pour... J'ai des flashs qui me reviennent comme ça. Je me souviens de... Bon, alors, il faut faire tous les directs télé de la Terre le soir même, parce que, voilà. Donc, on vous installe avec le moniteur de retour pour que vous parliez au bon moment. Et avant les JT, qu'est-ce qu'il y a avant les JT? La pub. Et donc, on voit la pub. Et là, on se dit, mais de quoi ils parlent? Mais c'est quoi leurs histoires de bagnoles, de trucs pour chiens et chats, de machin? Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est ça qu'on nous propose. C'est ça le modèle qu'on nous fait, qui doit nous faire saliver. Mais attendez, moi j'arrive d'un endroit où il n'y a pas tout ça. Enfin voilà, il y a cette espèce de façon de se dire, il y a quand même un truc... Il y a quand même un truc sur les valeurs et les fondements de la société dans laquelle je reviens, que je ne vais pas renier, hein, parce que c'est la mienne. Donc, mais il y a quand même un truc qui est bancal, quoi. Alors Isabelle Autissier, bonjour. Vous dévoilez donc aujourd'hui, le WWF France dévoile un rapport qui s'intitule Planète Vivante, un rapport qui est réalisé tous les 2 ans par plus d'une 50aine d'experts sur toute la planète. Et le constat dressé par ce rapport sur l'état de notre biodiversité est alarmant. Oui, puisqu'on en est aujourd'hui depuis 44 ans que nous faisons cette étude, à 60% de disparition de l'ensemble des vertébrés sauvages de par le monde. Et encore, ça prend pas en compte la disparition des insectes, de toute la faune qui, au fond, fait vivre cette planète. Donc, 60%, c'est colossal. Et malheureusement, pour l'instant, ça ne fait que se dégrader d'un rapport sur l'autre. De tout ça découle assez naturellement un engagement environnemental, où Isabelle Autissier place son idéalisme et sa détermination. Quand elle raccroche de la course au large, elle s'implique auprès du WWF, où elle retrouve des méthodes de travail scientifiques et une manière de lutter sans faille et sans violence. Aujourd'hui, cela fait plus de 10 ans qu'elle préside le WWF France. Ce qui est frappant, ce qui me frappe en tout cas moi quand je regarde un peu ces 10 années de présidence, d'abord c'est que ce sont des combats sans fin, et ça des fois c'est un peu frustrant, mais en même temps il y a quand même des marqueurs. Je pense par exemple récemment à la question de la mine d'or en Guyane par exemple, qui est un combat où là le WWF a été vraiment aux avant-postes, et je pense que WWF a fait énormément pour l'arrêt de ce projet. Donc voilà, ça par exemple, ça fait partie des belles choses. Oui, il y en a beaucoup d'autres, mais après, c'est un tel kaléidoscope. Et puis souvent, d'ailleurs, on vient de gagner quelque chose qu'on est déjà dans le combat d'après, quoi. On se souvient pas toujours, en fait, des batailles gagnées. Mais on le voit de temps en temps quand on a les infos qui circulent. Je pense par exemple à un niveau plus général sur la campagne Tigre. On est quand même en train de la gagner. Sur les tortues en Guyane, par exemple, on a gagné. Donc il y a plein de petits marqueurs comme ça qui sont extrêmement importants parce que ça vous montre que c'est possible. On vous rabâche tellement que c'est pas possible, que vous êtes une rêveuse, que tout ça n'est pas sérieux, etc. Que quand on le fait bien sérieusement et que ça marche, et d'ailleurs c'est aussi très encourageant et je pense que ça soutient beaucoup dans un combat où des fois on a l'impression d'avoir pas assez de victoires, de se dire que quand même la nature est de notre côté pour l'instant, et que quand on ne l'a pas complètement écrabouillée, elle est capable de repartir et de repartir assez vite, et donc voilà, ça construit quand même un espoir. Pour moi aussi, même ce qu'on a appelé le développement durable, je crois que c'est un malentendu.
C'est-à-dire qu'on a beaucoup, moi j'ai vécu avec l'idée du développement durable, vous savez, c'est l'intersection des trois ensembles. Il y a un ensemble qui est le social, un ensemble qui est l'économique, un ensemble qui est l'environnement, et puis à la coordonnée des trois, soi-disant, c'est là le développement durable. Mais c'est un peu un malentendu, parce qu'il ne peut pas y avoir d'économique et de social sans planète. Quand vous ne mangez pas, vous ne pouvez pas travailler. Quand il n'y a pas assez d'oxygène, parce que s'il n'y a plus assez de plancton en mer, vous allez respirer une fois sur deux, c'est même pas la peine de parler d'économique et de social. Donc c'est plutôt, et je pense que ça c'est quelque chose qui n'a pas été assez perçu, et que là tout d'un coup on s'est rendu compte d'une des conséquences, c'est que d'abord il y a les fondamentaux physiques et chimiques de la planète. À l'intérieur de ça, il y a les fondamentaux de la vie, comment ça marche. Et puis à l'intérieur de ça, il y a des sociétés humaines qui vont construire des économies et tout ce qu'on veut. Mais si on n'a pas cette vision-là, on ne comprend pas que d'abord et avant tout, ce qu'il faut préserver, c'est les fondamentaux. Et donc cette crise du Covid, elle nous a tout d'un coup mis en face de ça. Si on ne veut pas qu'il y ait des virus et des bactéries qui passent d'une espèce à l'autre, il faut que chaque espèce ait son milieu qui soit respecté et qui permette d'essayer d'éviter qu'il y ait trop de contacts. Et les pandémies, si on continue, il y en aura d'autres. Parce qu'on n'a pas su analyser notre rapport à la planète et aux vivants, on est en train de déstabiliser de manière fondamentale nos sociétés. Ça, c'était quelque chose que tous les gens qui travaillent dans le domaine de l'environnement et de l'écologie disent depuis des dizaines d'années, que l'on parle du climat, que l'on parle des pandémies, que l'on parle de la pollution, que l'on parle de l'écroulement du vivant. Les rapport après rapport, les scientifiques n'arrêtent pas de nous l'alerter en disant ça va être grave. Et jusqu'à maintenant, on a fait le même pas mal, quoi. Alors, dans quelle mesure on va continuer à refuser la réalité? Si c'est ça, je pense qu'on a tout faux. Pendant le confinement, le WWF a mis en place la campagne Le Monde d'après, qui appelait les citoyens à réfléchir ensemble à des changements de grande ampleur dans nos modes de vie, parce qu'il ne peut y avoir d'humanité en bonne santé sur une planète malade. Pourquoi on veut protéger la nature et l'environnement? C'est pour protéger les hommes. C'est bien le rapport à l'humanité qui est important. Moi, je ne protège pas les baleines et les ours juste pour les baleines et les ours. Je les protège parce que je sais que, d'abord, je les respecte en tant qu'espèce, mais parce que je sais qu'ils ont aussi un rôle dans l'environnement. Donc, c'était important au WWF de garder ce lien fort avec les gens. À travers ce moment, et tout le monde était confiné chez soi, donc beaucoup de gens avaient quand même du temps, et puis beaucoup de gens étaient secoués par cette histoire. Et donc on s'est dit que c'était important à la fois de recueillir cette parole à ce moment-là, et cet espoir d'autre chose, et qu'est-ce que les gens finalement avaient envie, vers quel chemin ils avaient envie que nos sociétés se tournent à la lumière de ce qui était en train d'arriver et de la réflexion que ça pouvait leur procurer. Je crois que c'était aussi une manière de partager quelque chose, un sentiment positif et des espoirs. C'est-à-dire que se dire que même si on est enfermé chez soi, on peut quand même contribuer intellectuellement, on peut quand même échanger des idées, on peut quand même se battre pour quelque chose, on peut quand même exister et construire. Je crois que c'était important dans un moment où on avait l'impression que tout se détruisait plutôt. On se mobilise pour ce qu'on aime. Donc je pense que la première des choses pour engager les citoyens, c'est de raccorder ce fil de plus en plus interrompu entre les hommes et la nature. Et puis après, il y a tout ce qui est de l'ordre de l'action collective, parce que c'est très bien de faire bien les choses chez soi, mais par exemple sur l'émission de gaz à effet de serre, on sait que si on était tous individuellement très bons, ce serait 25% de gaz à effet de serre en moins, c'est pas suffisant. Donc après, il y a tout ce qui est de l'ordre du collectif. Et donc là, et je crois que ça, c'est vraiment une chose importante au WWF, c'est d'engager l'action collective partout. Dans les collectivités territoriales, dans les entreprises, dans les autres associations, dans les familles, dans les entreprises, enfin partout où il y a des communautés humaines qui agissent, elles ont un pouvoir de faire les choses d'une manière ou d'une autre.
Et c'est pas écrit dans le marbre ad vitam aeternam. On ne vit pas comme vivaient mes grands-parents et on ne vit pas comme on vivait au XVIe siècle. Donc la vie des sociétés, elle change. Et donc là, on a une forme de responsabilité collective de prendre notre part pour dire voilà ce qu'on veut, voilà ce qui change, quoi. Et les sociétés, elles ont toujours changé. Donc ça, c'est la bonne nouvelle quand même. La bagarre pour construire quelque chose qui sera plus vivable pour les hommes, c'est déjà en soi quelque chose de vraiment positif, quoi. Moi, tous les jours où je viens dans cette maison au WWF, je repars avec de l'énergie parce que je vois des gens qui sont là, qui se battent, qui sont sur leur dossier, qui sont sur leur machin, qui avancent, qui ont des idées, on en discute. Il y a une belle énergie, quoi. Et ça fait du bien. Et puis on n'a pas trop le choix. On n'a de toute façon pas trop le choix parce que tout est, alors là, scientifiquement prouvé, archi-prouvé, que nos sociétés ne résisteront pas à plus 3 ou plus 4 degrés, que nos sociétés ne résisteront pas à l'écroulement total de la nature autour de nous, ou au fait qu'il n'y ait plus d'eau potable, ou etc. Donc de toute façon, il faut y aller, quoi. Il faut faire quelque chose. La joie de la bagarre, cela exprime bien ce qui fait l'essence d'Isabelle Autissier. Le combat comme bonheur, la force comme mentalité, l'idéalisme pour aller toujours plus loin, toujours plus vite, vers le monde dont on rêve. Avec elle, suivons l'exemple. Le monde peut changer, pourvu qu'avec l'envie de soulever des montagnes, on se batte ensemble pour le monde d'après. Merci d'avoir suivi cette saison de l'Effet Panda. L'Effet Panda est un podcast WWF, produit par Léozer Studio, réalisé par Chloé Vibo, avec une composition originale de Louis Martinez et Nicolas Politzer. Pour en savoir plus ou pour soutenir les actions du WWF, rendez-vous sur wwf.fr.